Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence organisée par l'Union syndicale. Je suis Carlos Cano, membre du secrétariat politique de l'Union syndicale, accompagné ici par Olivier Petch, du même secrétariat politique. Et donc, bienvenue à la deuxième conférence de maître Michael Gossio, qui est avec nous, qui est donc, pardon, j'ai oublié toute la liste de ses titres, avocat associé au sein du cabinet Hirsch et Van Alst, conférencier au master en gestion fiscale de la Solvay Business School, ainsi que professeur à l'EPHEC, que je ne sais pas ce que c'est. Michael, c'est quoi? L'EFEC. EFEC, et c'est quoi? C'est une haute école. Haute école, ok, voilà. Alors, le thème de la conférence est, comme la fois précédente, les fiscs et moi, vos droits, privilèges et obligations. Mais cette fois-ci, en particulier, Maître Gossio mettra l'accent sur tout ce qui est concernant la détention d'immeubles en Belgique ou à l'étranger et le départ à la retraite, les conséquences du départ à la retraite et sur ça. La conférence durera plus ou moins 1 heure. Je vous proposerai de ne pas interrompre pendant la conférence. Il y aura après la possibilité de poser des questions et des réponses. Et là aussi, on vous demanderait de ne pas poser des questions trop personnelles, des questions qui sont personnelles mais qui ont quand même un intérêt de caractère général. On a convenu avec Maître Gossio, dans la convention qu'on a signée pour ça, un certain nombre de consultations gratuites pour les adhérents. Donc ça veut dire qu'ils sont réservés aux adhérents et qui sont gratuites uniquement s'il s'agit d'adhérents à l'Union syndicale. Ben, pour les demander, il faut s'adresser à nous, donc, et on verra bien de faire une certaine liste de priorités en tenant compte de différentes exigences. Toute dernière chose, il n'y a pas de documentation papier distribuée ici. Tous ceux qui sont inscrits dans la liste de présence recevront automatiquement la documentation disponible. Je termine avec le régime linguistique. La conférence se fait en français. Les questions peuvent être posées en français et en anglais, mais très probablement, on n'a pas encore décidé les détails. Après l'été, il y aura une conférence similaire, toujours donnée par Maître Gossio, dans les locaux du Conseil. Donc là, je ne sais pas comment ça fonctionne pour les collègues retraités commission pour entrer au Conseil, mais là, on se renseignera le moment venu. Et très probablement, à cette occasion-là, on aura la possibilité d'avoir l'interprétation français-anglais. Mais tous ces détails sont encore à définir. Donc, pour l'instant, je passerai la parole à Maître Gossio pour la conférence. Merci. Merci Carlo. Alors ne m'en veuillez pas, je vais rester assis, mais j'ai une adorable petite fille d'1 an qui a une fâcheuse habitude de ramener toutes les crasses qui passent à la crèche à la maison. Donc je suis en état de donner cette conférence, mais pas en grande forme pour autant. Je vous remercie de votre présence. Merci Carlo pour l'invitation et la présentation. Donc effectivement, l'idée, c'est d'appréhender un petit peu les obligations qui sont les vôtres en tant que personne habitant en Belgique, résident belge ou résident d'un autre État de l'Union européenne, pour que finalement vous soyez certain d'être dans les clous de la loi belge lorsque vous remplissez éventuellement une déclaration fiscale en Belgique, ou lorsque vous ne le faites pas, mais que peut-être vous auriez dû le faire. Et depuis l'année passée, j'ai vu passer dans mes bureaux un certain nombre de fonctionnaires européens, du syndicat et hors syndicat aussi, et force est de constater qu'il y en a quand même beaucoup qui sont pas toujours tout à fait bien dans les clous. C'est rarement grave. Ça ne pose, voilà, c'est généralement des petites erreurs, des petites omissions qui n'ont pas des conséquences très importantes, mais il n'empêche que c'est quand même des situations qui ne sont pas conformes à la loi, donc c'est une infraction à la loi malgré tout, aussi petite soit-elle. Donc autant connaître bien ses obligations pour être sûr que rien ne puisse nous être reproché. Alors, le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est de comprendre un petit peu comment se passe, quels sont les principes essentiels à la taxation du fonctionnaire européen. Parce que vous retrouvez dans une situation un petit peu particulière, étant donné que tout ce que sont vos traitements, salaires et autres émoluments qui vous sont versés par l'Union européenne, eh bien, il a été décidé qu'ils seraient taxés à la source par l'Union européenne et exemptés d'impôts dans votre état de résidence.
Donc là, on a une première règle de répartition de compétences, hein. Les règles de répartition de compétences, il faut vraiment les concevoir comme un espèce de gros gâteau que les États ou les institutions européennes ici se partagent. Et on se dit, bah, tiens, qui va taxer telle personne, tel revenu et entre nous, on convient de règles en disant, mais moi je taxe ça, toi tu taxeras ça, et puis ce revenu-là, peut-être on le taxera tous les deux, un petit peu moins. Là, on a une première règle de répartition de compétences, c'est tout ce qui vient de l'Union européenne, tout ce qui vous est versé de l'Union européenne, en ce compris une pension d'invalidité, en ce compris votre retraite, en ce compris une pension de survie pour votre conjoint ou votre conjointe qui ne serait pas membre, qui ne serait pas fonctionnaire de l'Union européenne. Tous ces éléments-là sont exclusivement taxables par l'Union européenne avec une exemption totale au niveau de l'état de résidence. L'exemption est d'ailleurs tellement totale que vous n'avez même pas en fait l'obligation de déclarer vos revenus. Donc quand vous remplissez votre déclaration, on le verra un petit peu plus loin, vous ne devez pas mentionner vos revenus qui vous sont versés par l'Union européenne. Et puis à côté de cette catégorie spécifique de revenus, vous avez tous vos autres revenus. Et les autres revenus, ça peut être le loyer d'un bien immobilier dont vous êtes propriétaire en Belgique ou ailleurs. Ça peut être des dividendes d'actions de société dont vous êtes titulaire. Ça peut être des intérêts parce que vous avez un compte épargne, parce que vous avez des obligations. Ça peut être des royalties parce que vous êtes titulaire de droits d'auteur, par exemple. Vous avez écrit un livre et vous touchez des droits d'auteur sur la vente de ce livre. Ça peut être des plus-values sur des actifs mobiliers, immobiliers, peu importe. Tous ces autres revenus-là que vous êtes susceptibles d'avoir à côté de vos revenus versés par l'Union européenne, eh bien, eux, ils vont connaître une règle de répartition qui est la règle classique applicable à tous les contribuables. C'est-à-dire que soit vous allez être taxé dans votre état de résidence, soit vous allez être taxé dans l'état de la source du revenu. Donc l'état de résidence, on va revenir dessus. L'état de la source, pour que ce soit bien clair pour vous, l'état de la source du revenu, c'est l'état d'où le revenu provient. Donc si vous avez un immeuble en France et que vous avez des loyers pour cet immeuble en France, eh bien la source, c'est la France, parce que l'immeuble est en France. Si vous avez des sociétés, si vous êtes titulaire d'actions de sociétés espagnoles qui payent des dividendes, eh bien la source de ce dividende est l'Espagne, parce que la société qui paye le dividende est espagnole. Comme ça, pour les intérêts, si c'est des obligations d'une société italienne, eh bien la source des intérêts sera italienne. Donc ça, c'est un élément auquel il faut évidemment être attentif, parce que s'il y a une question de taxation dans l'état de la source, vous devez pouvoir identifier quel est cet état de la source. Alors, je vous ai dit, soit vous êtes taxé dans l'état de la source pour ces autres revenus, soit vous êtes taxé dans l'état de résidence. Et l'état de résidence, c'est quoi? Eh bien, pour le commun des mortels, moi en particulier, parce que vous, sur le coup, vous êtes tous exceptionnels à ce niveau-là. Pour moi, l'état de résidence, c'est l'état où je vis avec ma femme, avec mes enfants. Donc, j'habite à Bruxelles, je travaille à Bruxelles, mes enfants sont scolarisés à Bruxelles, ma femme, c'est pareil. Enfin, elle habite à Bruxelles, elle a fini sa scolarité, évidemment. Donc, je suis résident bruxellois parce que c'est là que j'ai ce qu'on appelle mon foyer d'habitation permanent. Ça, c'est le critère principal. Et donc, évidemment, si j'applique cette règle-là, si je vous applique cette règle-là, 9 chances sur 10 que la plupart d'entre vous ici sont résidents belges également, parce que la plupart d'entre vous habitent ici, parfois depuis 20, 30 ans. Et donc, vous seriez tous résidents belges. On se rend évidemment compte que si tous les fonctionnaires européens de tous les pays de l'Union européenne viennent travailler en Belgique, en France, au Luxembourg, peu importe, et s'y établissent durablement et ont là-bas leur résidence, la Belgique serait particulièrement avantagée, vu que même si elle ne peut pas taxer votre revenu de l'Union européenne, elle peut taxer tous vos autres revenus. D'accord? Et donc, les États sont convenus que, en réalité,
pour les fonctionnaires européens, il y avait une dérogation à la règle de résidence qui consiste à dire que le fonctionnaire européen va conserver sa résidence dans l'État membre où il était établi avant son entrée en fonction. D'accord ? Et donc, si avant mon entrée en fonction, j'étais résident espagnol, je vais venir en Belgique travailler pour l'Union européenne et je vais conserver ma résidence espagnole. Mon domicile fiscal sera l'Espagne. Pour autant que je ne développe pas une autre activité professionnelle sur le côté. Ce qui est assez rare, je pense, pour un fonctionnaire européen, parce que vous devez demander beaucoup d'autorisation, etc., etc. Mais il n'empêche, si vous développez, par exemple, à côté, une activité de photographe indépendant, et que vous commencez à avoir des revenus liés à cette activité, eh bien, attention, cette exception de résidence pourrait disparaître. Avec une exception à l'exception, si cette activité présente un caractère accessoire. Et l'exemple classique qu'on donne, c'est celui de professeur d'université, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de fonctionnaires européens qui ont des charges professorales auprès des universités belges. Alors, cette exception de résidence, elle vous met dans une situation qui est objectivement compliquée. À la dernière conférence qu'on donnait l'année passée, un fonctionnaire nous racontait qu'il était de nationalité chypriote, si j'ai bon souvenir, qu'il était parti vivre une année en Espagne, où il avait établi son domicile, et puis qu'il a été recruté par l'Union, il a été embauché à l'Union européenne, il est venu s'installer à Bruxelles, et comme il avait, pendant cette courte période de temps, 1 an, sa résidence espagnole, ce monsieur se retrouvait avec un domicile fiscal en Espagne, alors qu'il ne connaissait rien de l'Espagne, enfin très peu, qu'il n'avait pas spécialement de contact là-bas. Et ça peut vous mettre dans des situations compliquées parce que ça vous renvoie parfois à des résidences qu'on n'envisageait pas immédiatement. Et aussi, de toute façon, si vous gardez votre résidence à l'étranger, vu que malgré tout, vous allez vous implanter en Belgique, avoir une maison, peut-être un appartement, un compte bancaire, etc., etc., ça vous oblige en Belgique, on le verra, à déclarer un certain nombre de choses, même si vous n'êtes pas résident belge. Donc ce n'est pas parce que vous n'êtes pas résident belge que vous n'avez pas d'obligation déclarative. Alors pour savoir où est votre résidence, votre domicile fiscal, le plus simple, c'est de demander au service compétent votre attestation article 13. Et vous allez recevoir un document de ce type. Et vous voyez que au deuxième paragraphe, il est indiqué le domicile, donc le domicile fiscal de l'intéressé considéré comme ayant été conservé en Belgique. Donc ici, on a le cas d'un fonctionnaire européen qui était déjà en Belgique avant son entrée en fonction, et donc il est resté résident belge. Ne pas confondre, parce que ça aussi j'ai vu que c'était souvent le cas, ne pas confondre cette attestation article 13 avec l'attestation article 12. L'attestation article 12, c'est une attestation qui simplement dit que vos revenus sont exemptés d'impôts. D'accord ? Elle ne fixe pas votre résidence. Elle est utile parce que, par exemple, en Belgique, vous pouvez faire l'objet d'une taxation indiciaire. Donc, si l'administration fiscale belge voit que vous avez une belle voiture et une grosse maison, mais constate que vous n'avez pas de revenus, elle va se dire, mais comment est-ce que c'est possible que ce contribuable se paye une grosse voiture et une belle maison alors qu'il n'a pas de revenus? Et donc, je vais faire la balance de ses dépenses et de ses rentrées, et la différence entre les dépenses et les rentrées, je vais la taxer au titre de revenus professionnels. Eh bien, si jamais ça devait vous arriver, vous pouvez simplement justifier avec l'attestation article 12 du fait que vous avez des revenus par ailleurs, mais que vous n'êtes pas tenu de les déclarer en Belgique, et que c'est peut-être probablement pour ça que l'administration estime qu'il y a un problème par rapport à vos dépenses et vos revenus. Donc ça, c'est l'utilité de cet article, de cette attestation article 12, donc à ne pas confondre avec l'attestation article 13 qui fixe votre domicile. C'est évidemment celle-là que je vous invite à la fin de la conférence à regarder pour vous faire peut-être une première idée de votre situation si vous ne la connaissez pas.
Alors, cette exception de résidence, elle vaut aussi pour votre conjoint, votre compagnon, votre compagne, à partir du moment où le mariage a été célébré avant l'entrée en fonction. euh, Si vous venez vous installer avec votre compagnon, votre époux, votre épouse en Belgique, eh bien, lui aussi, elle aussi, va être soumis plutôt à cette exception de résidence. Et donc, elle va conserver sa résidence dans son état d'origine, sauf si elle travaille en Belgique. Si elle travaille en Belgique, alors elle deviendra résidente belge, résident belge, avec une obligation déclarative en tant que résident belge. Et donc, vous serez dans une situation un petit peu particulière, ou bien que vous êtes marié, eh bien, votre conjoint va faire une déclaration en tant qu'isolé, comme s'il n'était pas marié en réalité. Et puis pour vos enfants, alors pour les enfants, ça c'est vraiment la spécialité de Niels. La dernière fois, il m'a tout à fait bluffé sur cette histoire-là. Il connaît toutes les histoires les plus compliquées les unes que les autres. Mais pour vos enfants, l'exception de résidence peut également trouver à s'appliquer à partir du moment où ils sont encore à votre charge et où ils sont nés avant l'entrée en fonction, avant votre entrée en fonction auprès de l'Union européenne. D'accord ? C'est ici que la mise à la retraite intervient. Pour ceux d'entre vous que ça intéresse, l'exception de résidence qui fait que vous gardez votre résidence dans l'état où vous étiez établi avant votre entrée en fonction, ne joue que jusqu'à votre mise à la retraite. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Une fois que vous êtes à la retraite, vous devenez un contribuable lambda pour ce qui est de votre résidence. Et donc, il faudra déterminer votre résidence par rapport à la notion de foyer d'habitation permanent. Où est-ce que vous vivez? Et donc, si ça fait 30 ans que vous êtes en Belgique, mais vous avez votre domicile fiscal en Espagne parce que c'est là que vous étiez avant d'entrer en fonction, vous partez à la retraite, et bien le jour après, vous devenez en fait résident belge. Vous perdez votre résidence espagnole et vous devenez résident belge, avec toutes les conséquences que ça implique. Alors, ça n'a pas de conséquences sur votre pension, parce que votre pension est toujours taxée par l'Union européenne et exemptée en Belgique. Mais par contre, vous avez, en tant que résident belge, une obligation déclarative à l'impôt des personnes physiques à remplir chaque année, la taxation de l'intégralité de vos revenus mondiaux hors vos revenus versés par l'Union européenne. Euh, donc, ça va modifier fondamentalement votre situation. Et aussi, dans une hypothèse de décès, si vous décédez en étant fonctionnaire européen avec votre résidence en Espagne, votre succession sera taxable en Espagne. Si vous décédez en tant que retraité fonctionnaire européen avec votre résidence en Belgique, du coup, vu que vous y êtes resté, eh bien, vous serez taxé en Belgique au niveau de votre succession. Enfin, vos enfants, vos héritiers seront taxés en Belgique au niveau de la succession. Donc vous voyez que le départ à la retraite pour un fonctionnaire européen n'est pas du tout quelque chose d'anodin parce que ça va fondamentalement modifier ses droits et ses obligations vis-à-vis de la Belgique. D'autant que j'ai le sentiment des fonctionnaires que j'ai pu rencontrer en réunion que ceux qui sont ici en Belgique depuis 20 ans ou 30 ans, en réalité, n'ont pas forcément envie de retourner dans leur pays d'origine parce que c'est ici qu'ils ont leurs relations, leurs amis, leur famille, et une partie de leur famille en tout cas. Alors bien entendu, ils vont encore dans leur pays d'origine, mais ils envisagent quand même sérieusement de rester en Belgique. Et donc il faut se poser la question, oui, en termes de succession, est-ce que on planifie cette succession? Comment on la planifie? Est-ce qu'on l'a déjà planifiée mais en tenant compte du droit belge ou en tenant compte, dans mon exemple, du droit espagnol? Donc il y a toute une série de questions qui peuvent se poser au moment de la mise à la retraite et qui doivent être bien appréhendées. D'autant plus, oui, je voulais le dire, d'autant plus que les droits de succession en Belgique sont quand même pas piqués des verres, si vous me permettez cette expression, vu que dès que vous avez plus de 500 000 euros, vous payez 30% d'impôts.
et que quand on sait que la moindre maison à Bruxelles vaut 500 000 euros, ben, on se rend compte qu'on est assez rapidement dans les tranches les plus hautes d'imposition. Donc, il faut en être conscient, et si vous envisagez de rester en Belgique, il faut s'interroger sur la nécessité de planifier votre succession. Parce que si l'impôt des successions est élevé, il est par contre assez aisé de planifier sa succession de manière intelligente et de ne presque pas payer d'impôts en Belgique. C'est la particularité de la Belgique. Alors, en conclusion sur ce point, et puis on va faire quelques cas pratiques. Ce sera plus dynamique que des longs exposés théoriques. En conclusion, vous retenez que ce qui vous est versé par l'Union européenne est taxé par l'Union européenne. Jamais dans votre état de résidence. Exempté, vous ne devez même pas le mentionner. Par contre, vous retenez que tous vos autres revenus, loyers, dividendes, intérêts, etc., sont soit taxables dans votre état de résidence, et pour déterminer votre état de résidence, vous regardez votre attestation article 13, avec un point d'attention si vous allez partir à la retraite, soit ces autres revenus sont taxables dans l'état de la source des revenus. Et pour déterminer si c'est l'état de résidence ou l'état de la source, il faudra à chaque fois les vérifier dans ce qu'on appelle la convention préventive de double imposition, qui sera conclue entre la Belgique, si c'est votre état de résidence, par exemple, et l'Italie, si c'est l'état de la source. Mais bon, entre États européens, il y a toujours des conventions préventives de double imposition qui, en principe, comme leur nom l'indique, sont censées permettre d'éviter les doubles impositions. La conséquence de tout ça, c'est que vous devez, en tant que fonctionnaire européen, toujours déposer une déclaration fiscale dans votre état de résidence. Ça, si vous ne déposez pas de déclaration fiscale dans votre état de résidence, vous pouvez tout de suite vous dire que ce que vous faites n'est pas correct. Et vous devez potentiellement déposer des déclarations fiscales dans l'état de la source de vos autres revenus. Et cet état de la source sera très souvent la Belgique par rapport à des revenus immobiliers. Alors, donc comme je vous l'ai dit, quelques exemples autour de deux situations pratiques. J'ai pris un fonctionnaire européen avec un patrimoine identique que j'ai déterminé en essayant d'être le plus complet possible. Et ce fonctionnaire européen, vous allez voir, soit il réside en Belgique, en vertu de son attestation article 13, c'est la Belgique qui est identifiée, soit il va résider, dans mon exemple, en France, mais ça aurait pu être n'importe quel autre pays européen. Ici, il réside en Belgique. Et ce fonctionnaire européen, il a évidemment sa rémunération de l'Union européenne qui n'est pas taxée en Belgique, mais il est aussi propriétaire de plusieurs immeubles. D'abord, il a son habitation propre. L'habitation propre, c'est une notion particulière en droit belge. C'est le lieu, l'appartement, la maison, peu importe, dans lequel vous habitez effectivement, qui est votre habitation. Il a aussi, ce fonctionnaire, un appartement situé à Bruxelles, parce que quand il est arrivé à Bruxelles, il a acheté un appartement, et puis après, il a acheté une maison, et il a gardé son ancien appartement qu'il donne en location. Il touche 12 000 euros par an de loyer. Il a également une maison de vacances située en France, et il a une maison familiale dont il a hérité, qui est située au Maroc. Ce fonctionnaire européen est titulaire d'un portefeuille titre. Donc en fait, il a un compte en Belgique et un compte à l'étranger. Au total, il a 650 000 euros sur ses comptes qui sont investis dans des actions et des obligations. Il a touché de sociétés étrangères 15 000 euros de dividendes. Ces dividendes ont été perçus sur un compte qu'il avait à l'étranger. J'avais pensé prendre l'exemple de la Suisse, mais bon, c'est peut-être un petit peu... peu importe le compte déclaré, on verra que ce compte est déclaré, qu'il a en Suisse, il a touché ses dividendes sur ce compte-là. La conséquence, c'est que ces dividendes n'ont pas fait l'objet d'une retenue à la source en Belgique. Ce qui est logique, c'est qu'ils sont payés par une société étrangère qui n'est pas obligée de retenir à la source.
et ils sont recueillis par une banque étrangère qui n'est pas obligée de retenir à la source non plus. Donc tout ça est parfaitement légal. Mais le constat est là, le précompte mobilier n'a pas été retenu à la source. Et puis vous avez des intérêts d'obligations belges pour 15 000 € également, où là, comme les obligations sont émises par des sociétés belges, ben là, le précompte mobilier a été retenu à la source. Donc ça, c'est ma situation, et c'est celle-là qu'on va essayer d'appréhender en se disant, bah, tiens, quelles sont les obligations déclaratives de ce fonctionnaire européen qui, je le rappelle, réside en Belgique par rapport à son patrimoine. Alors, ces émoluments de l'Union européenne, on l'a dit, il ne doit pas les déclarer. Hein. Alors, de manière plus générale, il a évidemment, en tant que résident belge, l'obligation de déclarer en Belgique à l'impôt des personnes physiques. Hein. Donc, de nouveau, là, je répète, mais si vous êtes résident belge et que vous ne faites pas de déclaration en Belgique, c'est pas bon, forcément. Donc il a l'obligation de déclarer, mais dans cette déclaration, il ne doit pas mentionner ces émoluments qui lui sont versés par l'Union européenne. Et il ne doit pas mentionner non plus son habitation propre, parce que l'habitation propre fait l'objet d'une exonération spécifique en Belgique, et donc ce n'est même pas la peine de la mentionner dans sa déclaration fiscale. Par contre, pour ce qui est de l'appartement situé à Bruxelles, là, il y a plusieurs possibilités qui doivent être envisagées. Soit cet appartement est donné en location à une personne physique qui ne l'affecte pas à son activité professionnelle. Okay, ça, c'est le premier cas. Donc, c'est une personne physique, pour le dire autrement, qui a dans cet appartement son habitation privée. D'accord ? Si votre locataire est une personne physique et c'est son habitation privée, en Belgique, vous êtes taxé uniquement sur base d'un revenu cadastral indexé multiplié par 40%. D'accord ? Donc vous avez un revenu cadastral qui est une information que vous retrouvez sur vos avertissements extraits de rôle au précompte immobilier. Ce revenu cadastral fait l'objet d'une indexation par un coefficient qui sort tous les ans. Aujourd'hui, je crois qu'on est autour de 1,8 à 1,9. Et puis vous avez une multiplication par 40%. Donc pour un revenu cadastral, pour être très concret, de 850 €, en fait, vous avez un revenu imposable en Belgique de 2169,37 €. D'accord ? Ce qui est assez évidemment faible par rapport au fait que vous touchez 12 000 € de loyer. Ça, c'est aussi un autre avantage de la Belgique. Alors, ne vous ennuyez surtout pas à calculer votre revenu imposable. Tout ce qu'on vous demande, c'est de déclarer votre revenu cadastral. D'accord ? Donc, je vous explique comment est-ce qu'on calcule le revenu imposable, mais ce n'est pas ça que vous devez mentionner dans votre déclaration fiscale. Tout ce que vous devez mentionner dans votre déclaration fiscale, c'est votre revenu cadastral. Si vous êtes dans une autre situation, et ça, faites attention, parce que peut-être que vous n'en êtes pas conscient, si par exemple se présente à vous une société qui veut louer votre appartement pour le mettre à disposition de son dirigeant, qui va l'utiliser comme une habitation privée, donc qui va habiter dans l'appartement une personne physique dont ce sera l'habitation privée, mais qui est votre locataire, une société. La conséquence de ça, c'est que vous ne serez pas taxé sur base de votre revenu cadastral indexé multiplié par 40%, mais vous allez être taxé sur les loyers réellement encaissés. Et donc, ce que vous devrez donc déclarer, mentionner dans votre déclaration fiscale, c'est 12 000 €. Vous comprenez ? Et donc, évidemment, ça fait une différence d'imposition qui est assez colossale, vu que d'un côté, vous avez 2 170 € de revenus imposables, et de l'autre côté, simplement parce que votre locataire est une société, vous avez 12 000 € de revenus imposables. Ça fait 10 000 € de différence, ça fait 5 000 € d'impôt, hein, pour faire simple. Donc, faites attention aux gens qui se présenteraient à vous en vous disant « Ah oui, mais c'est moi qui vais habiter, mais c'est ma société qui va prendre en location. » Pas de problème, mais ça va coûter beaucoup plus cher, quoi. Il faut augmenter alors le loyer pour compenser l'imposition que vous allez subir. Donc ça, c'est pour l'appartement situé à Bruxelles. A priori, vous allez donc juste mentionner le revenu cadastral parce que vous aurez fait attention à ne pas louer à une société. Pour ce qui est de la maison située en France, là aussi, des retours que j'ai eus des fonctionnaires européens, énormément d'incompréhension par rapport aux règles applicables. Tout le monde vient me voir en disant « Oui, j'ai une maison en France, j'ai une maison en Espagne, j'ai une maison en Grèce, peu importe.
Mais je paye des impôts là-bas, hein, et donc moi je ne déclare plus rien en Belgique. Eh bien, c'est une erreur. En réalité, vous avez l'obligation en Belgique de déclarer quelque chose par rapport à cette maison à l'étranger, même si vous payez de l'impôt à l'étranger, et même si vous payez beaucoup d'impôts à l'étranger, vous devez déclarer, mentionner dans votre déclaration fiscale quelque chose en rapport avec cette maison. La question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut déclarer? Alors, la loi belge prévoit encore une obligation déclarative qui consiste à déclarer soit le loyer réellement perçu si la maison est donnée en location, soit ce qu'on appelle une valeur locative si la maison n'est pas louée. Une valeur locative, c'est en substance que vous auriez pu toucher si vous aviez loué. D'accord? Donc vous devez aller voir une agence qui vous dira si vous mettez votre maison en location, vous allez avoir 15 000 euros par an. Alors vous dites ma valeur locative, c'est 15 000 euros par an. Donc même si je n'ai pas touché de loyer, la loi belge vous dit vous devez mentionner votre valeur locative. Sauf que il y a une discrimination qui a en fait été identifiée, mais depuis bien longtemps, par la Commission européenne, parce que si vous êtes résident belge et que vous investissez dans une maison, une maison de vacances dans les Ardennes ou dans un appartement à la mer, vous allez, et que vous ne le louez pas, vous allez simplement mentionner le revenu cadastral de ce bâtiment. Revenu cadastral, on l'a vu, hein, qui est en plus un montant assez faible. Mais parce que vous décidez, plutôt que d'acheter un appartement à La Panne, d'acheter un appartement à Dunkerque, eh bien, le simple fait de franchir cette frontière, la loi belge vous dit, du coup, vous n'êtes plus taxé sur un revenu cadastral, vous êtes taxé sur une valeur locative, c'est-à-dire sur le rendement réel que vous pourriez obtenir de l'immeuble. Alors qu'on sait très bien qu'en Belgique, le revenu cadastral ne représente pas le rendement réel que l'on pourrait obtenir de l'immeuble. Et donc, la Commission européenne, en 2012 déjà, avait identifié le fait qu'il y avait là une violation à la règle de libre circulation des capitaux, parce que en tant que résident belge, votre régime fiscal était plus favorable si vous investissiez dans l'immobilier en Belgique plutôt que dans un autre pays de l'Union européenne. Et au final, en 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la Belgique dans des hypothèses de bâtiments non loués. Et en 2015, elle a condamné une deuxième fois la Belgique dans des hypothèses de bâtiments donnés en location cette fois. Donc, que vous donniez votre immeuble en location ou que vous ne le donniez pas en location, dans tous les cas, la réglementation belge est contraire à la libre circulation des capitaux telle qu'elle est prévue dans les traités européens. Donc, qu'est-ce que je vous invite à mentionner dans votre déclaration fiscale? Ce n'est ni le loyer réellement perçu pour votre maison de vacances située en France, ni la valeur locative de cette maison, mais en réalité, il faut rechercher un espèce d'équivalent français de revenu cadastral belge. D'accord? Alors, pour la France, c'est facile parce qu'il y a une circulaire administrative quand même qui est sortie ensuite de l'arrêt de la Cour de justice de 2014, circulaire administrative de 2016, juin 2016, qui vous dit que pour un immeuble en France, vous pouvez prendre la base imposable telle qu'elle est mentionnée dans le calcul de la taxe de l'impôt foncier. Donc, en France, il y a un impôt foncier comme en Belgique, le précompte immobilier. Cet impôt foncier est calculé sur une base imposable qui est une espèce de base déterminée par l'administration fiscale française. Eh bien, vous pouvez retenir ce montant-là, qui est généralement plus élevé que le revenu cadastral belge, mais qui est quand même moins élevé que le loyer, qu'une valeur locative ou que le loyer que vous aurez réellement perçu. Donc c'est quand même plus intéressant d'aller chercher ce montant-là. Le problème, c'est qu'il va falloir trouver des équivalents. La France, on l'a bien identifié, mais qu'est-ce qu'on va faire en Italie? Qu'est-ce qu'on va faire en Espagne? Qu'est-ce qu'on va faire au Portugal? Qu'est-ce qu'on va faire au Royaume-Uni? Enfin, peut-être plus pour longtemps, du coup. C'est pas un bon exemple. Mais donc, il y a une recherche à faire en fonction du lieu où votre immeuble est situé. Mais dans tous les cas,
retenez en tout cas ça de cette conférence par rapport à vos revenus immobiliers. Le fait que vous ayez un immeuble à l'étranger, qu'il soit taxé à l'étranger, n'empêche pas que quelque chose, un montant, doit apparaître en rapport avec cet immeuble dans votre déclaration fiscale en Belgique. Parce que vous êtes résident belge, hein. Je suis dans mon hypothèse de résident belge, hein. Alors, pour l'immeuble au Maroc, hein, vous vous rappelez que mon exemple, j'avais aussi un immeuble situé au Maroc. J'ai fait exprès de choisir un pays en dehors de l'espace économique européen parce que, simplement pour vous expliquer que par rapport à cet immeuble-là, ce sera bien le loyer réellement perçu ou la valeur locative qu'il faudra déclarer sans pouvoir avoir recours aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne parce que voilà, le Maroc n'est pas dans la zone, quoi. On peut s'intéresser, on pourrait toutefois se poser la question, si l'un d'entre vous est dans cette situation, au regard de la convention préventive de double imposition qui serait conclue entre la Belgique et cet État dans lequel l'immeuble est situé, donc ici le Maroc, si, sur base de cette convention, il n'y a pas moyen de faire valoir des arguments pour dire qu'il y a quand même une discrimination. Il y a parfois ce qu'on appelle des clauses de la nation la plus favorisée, qui permet de dire que si vous accordez des avantages à certains, vous devez aussi les accorder aux autres. Et donc si ce type de clause-là se trouve dans les conventions préventives, il y a peut-être matière à argumenter, mais ce sera de toute façon plus compliqué qu'avec un investissement réalisé dans l'espace économique européen. Alors, autre actif de mon fonctionnaire européen, c'est son fameux portefeuille titre, hein. Donc, il avait un compte en Belgique, un compte en Suisse, vous vous rappelez. Les dividendes, les intérêts qu'il a perçus ont été précomptés à la source. Ce précompte est dit libératoire. Il vous libère de l'obligation de déclarer le revenu. Vous avez déjà payé l'impôt. Donc, on ne doit plus déclarer le revenu. Par contre, pour les dividendes, qui n'avaient pas fait l'objet d'un précompte mobilier à la source, vous vous rappelez mon exemple, vous avez l'obligation de les mentionner dans votre déclaration fiscale pour payer l'impôt sur ce revenu. D'accord ? Donc, c'est important quand vous avez des revenus mobiliers de faire la distinction entre ceux qui ont fait l'objet d'une retenue à la source en Belgique et ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une retenue à la source en Belgique, ces derniers devant obligatoirement apparaître dans votre déclaration fiscale. Et puis ensuite, par rapport à ce portefeuille titre, il y a une petite nouveauté. On est occupé là à faire les premières déclarations. C'est la taxe sur les comptes titres. Alors la taxe sur les comptes titres, c'est une taxe qui est dans le code des droits, dans le code des taxes et droits divers. Et ce qui est intéressant avec cette taxe sur les comptes titres, bon, dit platement, c'est un impôt sur la fortune, hein. Donc si vous avez plus de 500 000 euros d'avoir financier dans un portefeuille titre, en actions, obligations et autres, vous allez payer 0,15% de la valeur moyenne des actifs dont vous êtes propriétaire. Et donc c'est un pur impôt sur la fortune parce que même si vous faites des pertes, vous allez quand même payer de l'impôt sur le capital. C'est un impôt qui s'applique aux résidents belges, mais également aux non-résidents qui ont en Belgique un compte bancaire. Et là, certains d'entre vous pourraient se dire, ah bah tiens, ça c'est... Moi j'ai mon domicile fiscal article 13 en Espagne, pour reprendre mon exemple. J'ai mon compte bancaire, j'ai mon compte titre de plus de 500 000 euros en Belgique. Bah, je vais le déplacer hors de Belgique, de sorte que je ne serai plus soumis à cette taxe sur les comptes titres, vu que je suis non résident pour application de la loi belge, et que mon compte titre n'est pas en Belgique. Et ça, c'est pas correct, parce qu'en fait, votre exception de résidence, elle vaut pour les droits de succession, pour l'impôt sur les revenus, pour les conventions préventives de double imposition, mais elle ne vaut pas pour le code des taxes et droits divers et pour tout ce qui est impôt sur la fortune. Et donc, en réalité, même si vous êtes résident espagnol pour l'application de l'impôt des personnes physiques, hein, pour l'application de l'impôt sur les résultats, vous allez être résident belge pour l'application de la taxe sur les comptes titres. Donc, partez du principe que vous serez, en tant que fonctionnaire européen habitant à Bruxelles, vous serez toujours résident belge pour l'application de la taxe sur les comptes titres.
et que donc on va taxer vos comptes titres, qu'ils soient en Belgique ou à l'étranger. Et donc même si vous avez un compte dans votre état d'origine, vous devez faire votre déclaration sur les comptes titres en Belgique par rapport à ce compte. Ok, donc élément à retenir, c'est la première année qu'on fait ça, donc soyez quand même attentifs, en retenant bien que donc votre exception de résidence ne vaut pas pour ce qui concerne la taxation sur les comptes titres. On avait fait une newsletter il y a 6 mois ou 10 mois. Sur le site. Ouais, parfait. Peut-être on peut la rejoindre dans la documentation. Ouais. Alors, aussi, rappelez-vous, mon contribuable résident belge, il a un compte en Suisse. Il doit le déclarer, évidemment. Il doit le déclarer, le mentionner dans sa déclaration fiscale. Et il doit aussi l'avoir mentionné, en principe, ça devrait déjà être fait, à la Banque nationale de Belgique. Donc, il faut ne pas l'oublier. Le fait, aujourd'hui, de ne pas déclarer un compte à l'étranger est susceptible, si je ne me trompe pas, d'une amende qui peut aller jusqu'à 6 250 €. Donc, et un compte à l'étranger sans revenu doit aussi être déclaré. Et un compte à l'étranger sans solde doit aussi être déclaré. Donc soyez attentifs à ça. Vous avez très probablement des comptes à l'étranger, tous ici, parce que vous venez pour la plupart de l'étranger, et que donc c'est parfois moi j'ai même eu des fonctionnaires qui avaient encore des comptes épargne qu'on leur avait ouverts dans leur jeune temps. Mais tous ces comptes-là doivent être mentionnés dans votre déclaration fiscale en Belgique avec sanction, avec application d'amende possible. Alors, au niveau de la fiscalité belge, je vous ai mis, pour que vous ayez une petite idée, les taux. Donc, mon contribuable et ses revenus immobiliers, ils seront taxés en fait à 50% des 40 480 €. Mais surtout, regardez bien, à 40% des 13 250 €. Donc, quand on vous dit qu'en Belgique, il n'y a pas de progressivité de l'impôt, on ne peut que constater que c'est vrai. Vous ne le constatez peut-être pas beaucoup parce qu'il y a une belle progressivité dans l'échelle des retenues à la source au niveau de l'Union européenne. Mais nous, en Belgique, dès 13 250 €, on paye 40% d'impôt. Les revenus mobiliers font l'objet d'une taxation séparée à 30%. Et la taxe sur les comptes titres, je vous l'ai dit, c'est 0,15% de la valeur moyenne de votre portefeuille titre, qui doit être de plus de 500 000 €. Donc si vous avez 499 999 €, vous ne payerez pas la taxe sur les comptes titres. Alors, le même exemple, le même patrimoine, mais mon fonctionnaire est maintenant résident en France. Son attestation, article 13, lui dit qu'il est résident en France. Ses rétributions... Donc, résident français, il a clairement une obligation déclarative en France. Tous les ans, il doit rentrer en France sa déclaration fiscale. Il n'y a pas de taxation, évidemment, en France de tout ce qui est émolument versé par les fonctionnaires européens. Mais la question que moi, je veux me poser, c'est est-ce que, bien qu'il soit résident français, il n'a pas quand même une obligation déclarative en Belgique? Alors là, ce sera évidemment plus à l'impôt des personnes physiques, ce sera à l'impôt des non-résidents, vu qu'il est résident en France. Mon fonctionnaire, il a plusieurs immeubles, on l'a vu, il a son habitation propre, il a son appartement situé à Bruxelles, il a sa maison de vacances en France et il a sa maison familiale au Maroc. Alors, pour ce qui est de l'habitation propre, elle est en Belgique. Je réfléchis à comment vous expliquer ça de la manière la plus simple possible. Je vais commencer par l'appartement, je pense que ce sera plus simple. Son appartement situé en Belgique, on l'a vu dans les slides précédents, s'il est loué à une personne physique qui l'affecte à son habitation privée, il a un montant, un revenu imposable de 2 170 €. D'accord ? Ce revenu imposable étant inférieur à 2 500 €, le seul fait de détenir cet appartement n'oblige pas à une déclaration à l'impôt des non-résidents en Belgique. Donc la Belgique dit, si vous avez des revenus immobiliers en Belgique, mais que ces revenus immobiliers sont inférieurs à 2 500 €, on s'en fout. Vous ne devez pas les déclarer, on ne va pas les taxer.
Par contre, si vous avez 2501 €, là, vous êtes obligé de déclarer et on va vous les taxer. La question qui se pose, donc il est évident que si mon appartement est loué à une société, alors que j'ai 12 000 € par an, ben là, je dois déclarer mes 12 000 € par an dans ma déclaration à l'impôt des non-résidents. La question qui se pose, c'est est-ce que pour déterminer ce seuil de 2500 €, je dois tenir compte du revenu cadastral de mon habitation propre ou pas, hein? Parce que je suis à 2170 € avec mon appartement. Il est clair que si je rajoute mon habitation propre, aussi modeste soit-elle, je vais dépasser le montant de 2500 €. Il n'y a pas de position administrative claire sur cette question, mais je considère que comme un résident belge ne doit pas mentionner dans sa déclaration fiscale son habitation propre, eh bien, un fonctionnaire européen, même qui n'est pas résident belge, mais qui a quand même une habitation propre en Belgique, ne doit pas non plus mentionner cette habitation propre dans sa déclaration à l'impôt des non-résidents. Et donc, je considère qu'on peut faire abstraction de cette habitation propre et du revenu imposable lié à cette habitation propre. On regarde alors juste l'appartement qui est donné en location. Et si le revenu atteint 2500 €, on doit le déclarer, sinon il n'y a rien à déclarer par rapport au revenu immobilier. D'accord ? Donc dans mon exemple, comme j'ai mon habitation propre et mon appartement avec un revenu imposable de 2170 €, eh bien par rapport au revenu immobilier, il n'y a pas de déclaration à faire. La maison de vacances située en France, c'est un Français qui détient une maison en France, la Belgique n'est pas concernée. Rien à déclarer. La maison familiale située au Maroc, c'est un Français qui détient une maison au Maroc, la Belgique n'est pas concernée, rien à déclarer. Le portefeuille titre, ça je vous ai déjà dit, pour le portefeuille titre, même si votre attestation de résidence vous dit que vous êtes français, résident français, en réalité vous êtes résident belge, si vous habitez à Bruxelles. Donc pour la déclaration sur le portefeuille titre, obligé, vous devez faire cette déclaration, même en tant que non-résident, article 13. Donc ce compte devra être mentionné dans la déclaration propre à la taxe sur les comptes titres. C'est une déclaration, la taxe sur les comptes titres, c'est une déclaration séparée de la déclaration à l'IPP. Alors les dividendes de sources étrangères, elles étaient espagnoles dans mon exemple, si je me rappelle bien. C'est un Français qui touche des dividendes d'une société espagnole, la Belgique n'est pas concernée. Par contre, les obligations étaient belges, donc c'est un Français qui touche des intérêts de sources belges qui ont été précomptés à la source en Belgique. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus d'obligations déclaratives. La question que doit se poser le fonctionnaire dans ce cas-là, c'est est-ce que la retenue qui a été pratiquée à la source a été faite à un bon taux ? Parce que si vous avez payé à la source 30%, on a oublié de vous appliquer la convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et la France, qui prévoit qu'il y a un taux d'imposition limité à 15% maximum. Donc, vous devez être attentif à la retenue à la source qui est pratiquée, et pour qu'elle soit pratiquée à des justes taux ou pour qu'elle soit carrément annulée dans certains cas, vous devez remettre en fait à votre banque une attestation de résidence en France. Ah ben voilà, j'étais sur le mauvais slide en fait, tiens. Voilà, alors faites attention à ce slide-ci, je le corrigerai avant qu'on l'envoie, mais en réalité, je me rends compte que j'ai fait une différence selon que le compte soit en France ou à l'étranger, mais de nouveau, pour la taxe sur les comptes titres, si vous êtes si vous habitez en Belgique, vous êtes résident belge, et donc vous êtes d'office soumis, comme je l'ai dit, à cette taxe sur les comptes titres. Pas d'obligation, par contre, de déclarer les comptes étrangers quand vous êtes un non-résident. Ça ne concerne pas la Belgique. Un Français qui a des comptes en Suisse, au Panama, aux Bahamas ou en Italie, ça ne nous intéresse pas. Donc rien à déclarer par rapport à ça. Mais bien entendu, tout ça devra être déclaré en France. Au niveau de la fiscalité à l'impôt des non-résidents, c'est la même qu'à l'impôt des résidents. Donc vous allez avoir les mêmes barèmes que ceux que je vous ai expliqués, y compris les mêmes taux d'impôt pour la taxe sur les comptes titres. Voilà, ça c'était l'objet de ma conférence, avec quelques cas pratiques arrivés à décrire les obligations et le régime fiscal.
On a volontairement fait une conférence un peu plus courte pour vous permettre de poser plus de questions. Donc faites-vous plaisir, pour autant évidemment que vous n'ayez pas à nous raconter toute votre vie privée. Alors il vaut peut-être mieux le faire au bureau dans le cadre des consultations gratuites. Et je tiens à préciser d'ailleurs que ces consultations sont gratuites, mais il ne faut pas me remercier moi. C'est l'union syndicale qu'il faut remercier parce qu'en fait, moi, c'est pas gratuit. Mais c'est eux qui me payent. Ah, il faut dire, pour compléter l'information, c'est quand même un prix conventionné, un prix favorable. Donc, merci pour ça. Pour les collègues qui sont arrivés après le début, donc il est important de vous inscrire avec votre adresse d'email parce que toute cette documentation, ainsi que les coordonnées de Maître Gossio, vous seront envoyés automatiquement par les secrétariats si vous êtes inscrit dans la liste de présence. Donc voilà, maintenant, Olivier gentiment a le micro, demandez la parole. Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup. J'ai deux questions rapides, générales. Vous avez dit que les enfants doivent être nés avant mon entrée en fonction ici pour qu'ils tombent dans les systèmes pour qu'ils suivent moi dans leur système fiscal. Et est-ce que ça s'applique aussi s'ils sont au-delà de 18 ans, tant qu'ils sont étudiants et tant qu'on paye pour eux? Et la deuxième question, il y a normalement, je crois, une somme forfaitaire de 7 000 € en Belgique, au-dessous duquel, si ce sont les seuls revenus, il ne faut pas payer d'impôts. Est-ce que pour les fonctionnaires où on ne considère pas les revenus, mais juste par exemple les entrées sur des comptes bancaires, etc., qui restent dans la plupart des cas au-dessous de 7 000 €, est-ce que dans ce cas-là, il ne faut pas payer d'impôts? Et peut-être la dernière question, Banque nationale. Alors, où est-ce qu'on va l'obligation de déclarer? Où est-ce qu'il faut le déclarer? Ça serait intéressant aussi. Alors, pour ce qui est des enfants, c'est le même slide que l'année passée. Et il n'a pas fait l'objet de remarques. Mais je vous ai tout de suite dit, le grand spécialiste des enfants, c'est Niels. Il me semble... Nice, pour la précision, c'est Niels Braque, qui est le président de l'Union syndicale Bruxelles, qui est un fonctionnaire du service de l'EAS, du service extérieur, qui est juriste de formation et qui n'est pas là aujourd'hui. Donc, si quelqu'un veut savoir qui est ce fameux Niels, c'est lui. Alors, donc, à mon sens, ce qui est écrit sur mon slide est correct. Mais je préfère qu'on le vérifie pour être sûr de ne pas vous dire une bêtise. D'accord? Parce que ça, ce serait malheureux. Votre deuxième question concernait ce qu'on appelle en Belgique la quotité de revenus exemptés d'impôts, qui est aujourd'hui de 8 500 €. C'est indexé chaque année, hein. Donc ça a été 7 000 € un jour, mais ça augmente petit à petit. Cette quotité exemptée d'impôts, l'administration fiscale ne l'applique pas aux fonctionnaires européens. Donc vous allez être taxé sur vos autres revenus dès le premier euro. Je ne dis pas que c'est légal, parce que peut-être qu'il pourrait y avoir, on pourrait considérer l'existence de discrimination ou une mauvaise application du protocole, parce que la Belgique n'est pas censée même prendre en compte vos revenus de source européenne pour calculer de la progressivité sur vos autres revenus. Et pourtant, dans la pratique, c'est ce qui se passe. Donc, j'ai le cas d'un fonctionnaire européen résident belge qui déclare ses revenus immobiliers. Il n'a que ça. Et il a pour 2800 ou 2900 € de revenus immobiliers par an. Et il est taxé chaque année sur ces montants-là. Ça lui coûte 600, 700 € par an. On ne lui applique pas la réserve de progressivité. Et votre troisième question, la Banque nationale. Alors, la Banque nationale, en fait, vous avez sur le site de la Banque nationale la possibilité de télécharger des formulaires de déclaration dans lesquels vous devez mentionner tous vos comptes. Enfin, vous devez mentionner tous vos comptes. Et vous le communiquez simplement à la Banque nationale via, je pense qu'il y a un email ou on envoie ça par fax. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait. Et alors, dans votre déclaration fiscale en Belgique, à l'impôt des personnes physiques, vous mentionnez l'existence de vos comptes et à côté, vous avez une petite case où vous pouvez cocher « Oui, c'est bien déclaré à la Banque nationale de Belgique ». Donc ça, c'est une formalité assez simple à accomplir.
Je vais juste me permettre pour la Banque nationale, parce que je viens de le faire pour moi-même. En fait, ça peut se faire en ligne directement. La seule chose que vous devez avoir pour faire ça, c'est une carte d'identité électronique, un lecteur, ou bien il y a maintenant une petite app pour le GSM qui s'appelle It's Me. Et avec ça, on peut aussi se identifier pour faire le nécessaire. C'est assez simple et assez intuitif finalement. Oui, ou bien par la poste, c'est possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre. Alors, merci beaucoup pour votre intervention et votre conseil. Je vais partager une petite chose parce que vous avez souligné le problème des droits de succession. Les droits de succession en Belgique, actuellement, ils sont relativement importants. Et très vite, on peut dépasser les 250 000 euros et les droits de succession vont devenir assez importants au moment de l'exécution, de leur exécution. Donc, pour cela, j'ai fait une donation à mes 2 enfants adultes. Avec ces donations que j'ai fait à mes 2 enfants adultes, ils ont acheté une maison, un immeuble en Espagne. Ils m'ont octroyé l'usufruit. Donc, le responsable des revenus locatifs ou quoi que ce soit, c'est moi. Est-ce que mes enfants ils doivent déclarer ces propriétés ou c'est moi qui dois la déclarer? Alors, ce qu'il faut déclarer dans la déclaration fiscale à l'impôt à l'impôt des résidents, donc des personnes physiques, par rapport à un immeuble à l'étranger, c'est le revenu de cet immeuble. Ce n'est pas l'existence de cet immeuble, c'est le revenu de cet immeuble. Et comme en tant qu'usufruitier, c'est vous qui avez droit aux revenus, c'est vous qui devez déclarer les revenus de cet immeuble dans votre déclaration fiscale. Et vos enfants, eux, en tant que nus propriétaires, n'ont rien à déclarer du tout. Mais donc, ce que vous avez fait là, c'est une opération de planification successorale qui est évidemment très intéressante. Et c'était la bonne idée. De manière générale, si certains d'entre vous, arrivant à l'âge de la retraite ou l'ayant dépassé, se disent qu'ils ont envie de s'acheter une résidence secondaire quelque part en Belgique ou ailleurs, pensez à cette possibilité de faire ce qu'on appelle une acquisition démembrée usufruit nue propriété, où vos enfants acquièrent la nue propriété avec de l'argent que vous leur avez donné, parce que quand on donne de l'argent, on paye 3% de droits d'enregistrement seulement en Belgique, et vous achetez l'usufruit. Et donc, pendant votre vie durant, vous profitez de l'immeuble, vous avez les revenus, et à votre décès, il n'y a pas d'impôt. Donc c'est un des exemples d'opérations fiscales qu'on fait en Belgique pour un petit peu diminuer la charge successorale au décès. Disons, administrative financière. J'ai un compte à 3 avec mes 2 enfants pour les services de la dette, parce que j'ai été obligé en Espagne à prendre une partie de la dette, une partie du coût d'achat de la maison. Et, on a décidé de faire un prêt, mais c'est un prêt qui est sur moi, à ma charge, pas l'argent, mais ça a été comptabilisé comme il est obligatoire quand il y a un usufruit de payer, de payer un montant pour l'usufruit qui est calculé en fonction de votre âge, etc., etc. Donc, on a dû ouvrir un compte bancaire tripartite. Est-ce que ce compte-là, comment est-ce que je devrais la déclarer? Ah oui, ça, non seulement vous devez le déclarer, mais vos enfants aussi. Parce que c'est tous les titulaires, co-titulaires, détenteurs, etc. Donc, vous devez tous les 3 déclarer le fait que vous avez un compte à l'étranger. Et vous devez tous les 3 faire la déclaration à la Banque nationale de Belgique aussi. Ceci étant, je me demande si c'est une bonne idée d'avoir ce compte à 3, mais bon, ça, mais il faut. Oui, je comprends bien pourquoi c'est fait, mais ce qui me dérange, c'est que
un usufruit et 2 nus propriétaires et un compte en commun, parce qu'alors on sait plus départir qui paye quoi. Et ça, ça pour moi, c'est potentiellement un problème. Bonjour. Tout d'abord, merci, oui, merci Maître Gossiou et merci à l'Union syndicale pour cette conférence intéressante. Je vais être bref, pas raconter ma vie parce qu'il faut laisser la parole aussi aux autres. Il y a un cas de figure très simple, un fonctionnaire européen résident en Belgique mais avec les domiciles fiscaux en Italie, qui a un compte bancaire en Italie, qui a une maison de vacances non louée en Italie. Est-ce qu'il faut déclarer en Belgique? Merci. Non, il n'y a rien à déclarer. Non, c'est juste une obligation pour l'obligation de déclarer le compte, c'est une obligation pour les résidents belges. Oui, deux questions relativement simples. La première, pour les fonctionnaires qui choisiraient de transformer leur résidence principale en Belgique en résidence secondaire, qui prendraient leur résidence principale dans leur État membre d'origine. Je crois qu'il y a une taxe sur la résidence secondaire en Belgique. Donc, quel est en gros l'assiette et le taux de cette taxe? Et deuxièmement, ou est-ce que c'est un forfait? Comment c'est calculé? Et deuxièmement, pour les collègues qui sont article 13, dont résident fiscal dans un autre État membre, article 13 encore en fonction, est-ce qu'il y a obligation aussi de déclarer leur compte à l'étranger à la Banque nationale belge? Alors par rapport à la taxe sur les résidences secondaires, en fait, c'est pas une taxe belge au niveau national, c'est des taxes communales. Et donc ça dépend d'une commune à l'autre. Elle existe dans certaines communes, elle n'existe pas dans d'autres. L'assiette est un tel dans certaines communes, elle est différente dans une autre, donc c'est difficile de vous dire. Par contre, vous devez simplement regarder où est votre immeuble et aller prendre le règlement taxe communale qui a été voté, quoi. Et par rapport à l'obligation de déclarer les comptes à la Banque nationale de Belgique, pour moi, il n'y a pas d'obligation de déclarer les comptes quand on n'est pas résident belge. Mais je vais aussi vérifier cette information pour être sûr de ne pas vous dire une bêtise. Voilà. Je peux y aller? Alors, c'est par expérience que je parle. J'ai fait ISPRA, Petten aux Pays-Bas, puis je suis venu à Bruxelles et j'ai fait une épargne logement en Allemagne. Je ne l'ai pas déclaré parce que c'était une épargne logement. Donc, je suis à la BHV. Avant, il y avait des fonctionnaires européens qui ils peuvent toujours faire une épargne logement en Allemagne. Je ne l'ai pas déclaré et j'ai eu, je crois, une amende de 400 € que j'ai contestée et il y a eu un arrêt qui a eu lieu, je crois, au tribunal de Tubize, qui m'a permis de pouvoir contester, de ne pas avoir l'amende, mais de redéclarer parce le fisc considérait que c'était un compte en banque, alors que je n'ai jamais pris de l'argent sur ce compte-là, comme épargne logement, mais j'ai toujours déposé de l'argent, et bon, maintenant, il est déclaré, ce compte en banque-là, il n'y a plus de problème, quoi. Mais tous les comptes en banque à l'étranger, comme résident belge, il faut les déclarer absolument. Ah oui, attendez, monsieur citait le cas d'un résident à l'étranger, hein, un résident article 13 à l'étranger, donc quelqu'un qui n'est pas résident belge en vertu de l'article 13. C'est évidemment par rapport à un non-résident que je vous dis qu'il ne faut pas déclarer les comptes à l'étranger. Le résident, lui, doit déclarer tous ses comptes à l'étranger, où qu'ils soient, et les mentionner à la Banque nationale de Belgique. Mais je vais quand même vérifier si le non-résident belge a une obligation de déclaration à la Banque nationale de Belgique. Voilà. donc, je vais poser ma question. Merci pour la présentation. Donc, à nouveau, domicile fiscal dans un autre État membre et fonctionnaire ici à Bruxelles.
avec un compte titre et des plus-values qui doivent en principe être, selon la législation de l'autre État membre, les plus-values doivent être déclarées. Si le compte titre est ici à Bruxelles, est-ce que le fonctionnaire doit déclarer ses plus-values dans l'État membre du domicile fiscal? Donc vous avez un non-résident belge qui a un compte en Belgique. Et il est résident où? Ok. Ça, la question du Portugal, je vais avoir du mal à vous répondre, par contre, parce que je ne connais absolument pas la loi fiscale portugaise. Mais si vous êtes, si le domicile fiscal est au Portugal et que le Portugal taxe les plus-values, vous devez évidemment les déclarer au Portugal. Maintenant, il faut regarder dans la convention préventive de double imposition, mais pour l'application de la convention préventive de double imposition, donc vous aurez un domicile fiscal au Portugal qui fait une plus-value sur des titres belges, c'est ça? Et là, il faut regarder dans la convention qui est l'État compétent pour taxer cette plus-value. Parce qu'au niveau des plus-values, les conventions varient. Certains disent que c'est dans l'État de résidence, d'autres disent que c'est dans l'État de la source, et d'autres disent encore que c'est... il y a encore d'autres critères, c'est l'État de la société, sur les titres de laquelle la plus-value est réalisée. Donc ça, il faudrait regarder la convention préventive avec le Portugal pour tirer cette question au clair. Bonjour. Oui, bonjour. Merci pour votre intervention. Donc, je voulais souligner qu'il sera important de vérifier effectivement pour les non-résidents l'obligation déclarative, parce qu'il y a 2 jours, j'ai eu une consultation au niveau fiscal et l'intervenant du fisc belge m'a invité à déclarer mon nouveau compte qui est hors Belgique à la Belgique. J'avais déjà déclaré mes comptes dans mon pays d'origine, mais j'ai encore ouvert dans un pays tiers et je dois non seulement déclarer les comptes de mon pays d'origine, mais en plus les autres pays. Voilà. Je voulais savoir si l'administration HR va envisager d'avoir un point de contact au niveau fiscal au sein des bureaux de la HR avec la Belgique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, qui doivent déclarer beaucoup de choses. Et par exemple, nous, on n'a pas accès à Taxon Web, y compris avec un lecteur de carte. Quand on doit faire une déclaration à l'impôt des non-résidents, il faut faire du papier et ça devient compliqué. Il faut se déplacer à la Tour des Finances. Voilà. Autre point, je pense qu'il est important aussi de souligner que certains pays veulent connaître l'ensemble de vos revenus, même s'ils ne peuvent pas taxer certains de vos revenus, parce que ça leur permet de déterminer la tranche dans laquelle ils vont vous taxer. Donc même si eux ne peuvent pas taxer certains de vos revenus parce qu'ils sont... par exemple, je suis française, je dois déclarer tout ce que j'ai comme revenu en Belgique, parce qu'alors la France, même avec la convention de non-double imposition des revenus, va considérer mes revenus en Belgique pour savoir le total de mes revenus et décider, dans ce cas-là, vos revenus français seront taxés dans une tranche supérieure à celle que vous auriez eue si vous n'aviez aucun revenu étranger. Donc voilà. Et sinon, autre point, j'aimerais souligner la différence dans le timing des obligations déclaratives dans les pays respectifs. Donc moi, en France, je devais faire ma déclaration avant la fin du mois de mai. Or, je viens de recevoir mes justificatifs bancaires des comptes que j'ai en France seulement cette semaine. Donc, il était difficile pour moi de déclarer fin mai à l'État français, ce qui est une obligation pourtant par une déclarative européenne, ce qui est situé dans des pays où les déclarations sont postérieures à l'échéance. Voilà.
Et donc, d'où l'importance peut-être d'avoir au niveau des HR un point de contact fiscal, peut-être non seulement avec la Belgique pour répondre aux obligations de déclaration en Belgique, mais un point de contact vraiment créé par la Commission, qui serait un point de contact avec les autres pays, au cas où dans les autres pays, on nous reprocherait de ne pas faire... bon, a priori, j'étais sincère, mais de ne pas avoir communiqué toutes les données au moment où j'avais l'obligation de le faire dans mon pays. Voilà, merci. Je me permets de répondre à une partie de vos questions, madame, parce que bon, c'est certainement pas du ressort de Maître Gossiot de répondre sur ce que la DGHR fait et ne fait pas. La raison pour laquelle nous organisons cette conférence en tant qu'union syndicale est aussi le fait que la DGHR ne fait pas assez. Mais je dois dire que cette année-ci, j'ai vu passer une information sur Intracom. Il y a eu de lunchtime conferences de Maître, comment ça s'appelle, Buchenhout, bon, enfin, de l'avocat de la Commission, sur les obligations fiscales en Belgique. Pour le reste, tout ce que nous pouvons faire est demander peut-être à la DGHR un effort majeur pour ça. Mais pour le reste, nous n'avons malheureusement pas le pouvoir de les obliger, loin de ça. Et donc, nous essayons parfois de compenser avec des initiatives comme celle-ci, ce que peut-être quelqu'un d'autre, un bon employeur, devrait faire directement. Pour le reste... Alors, j'ai retenu surtout une question par rapport au calcul de l'impôt. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, ce que vous citez, c'est ce qu'on appelle la réserve de progressivité, qui consiste effectivement pour l'État de résidence, de tenir compte des revenus étrangers, qui ne va pas nécessairement taxer, mais qui seront pris en compte dans le calcul de l'impôt et qui auront un impact sur le taux d'imposition moyen que vous allez subir. Parce que vous allez avoir vos taux d'imposition qui vont augmenter. Donc en fait, vous n'êtes pas taxé sur votre revenu étranger parce que par hypothèse, il est exonéré par convention, mais vous allez payer plus, votre taux d'imposition sur vos revenus taxables dans votre état de résidence sera plus élevé. C'est ce qu'on appelle la réserve de progressivité. Mais ça ne vaut pas pour les émoluments versés par l'Union européenne, parce que là, dans le protocole sur les privilèges et immunités, l'hypothèse même d'une réserve de progressivité est exclue. Hein. Donc, c'est pour ça que vous ne devez même pas mentionner ces revenus dans vos déclarations fiscales. C'est parce qu'on peut ne pas du tout en prendre. Les États ne peuvent pas du tout en prendre compte. Mais vous avez raison de relever. La question, c'est typiquement les revenus immobiliers. Vous êtes résident belge, vous avez un immeuble au Portugal. Eh bien, vous allez payer de l'impôt au Portugal. Vous devez déclarer vos revenus immobiliers, donc ce fameux équivalent de revenu cadastral relatif à cet immeuble au Portugal, vous devez le déclarer en Belgique. Et il sera intégré dans votre déclaration fiscale et pourrait influencer au final le taux d'imposition de vos autres revenus qui, eux, seraient taxés en Belgique, comme par exemple des intérêts, des dividendes. Non, parce que les intérêts et dividendes, c'est taxé à des taux fixes, mais comme d'autres revenus immobiliers que vous auriez en Belgique, par exemple. Donc voilà, ça, il faut savoir que même si ces revenus-là ne sont pas taxés en Belgique, d'une certaine manière, ils sont quand même pris en compte et ils peuvent impliquer une augmentation de votre impôt belge. Oui, j'aurais deux petites questions. Voilà, donc d'abord, je réside physiquement en Belgique. Je n'ai pas acquis de biens immobiliers. Mon domicile fiscal est resté dans mon pays d'origine, qui est la Roumanie en l'occurrence. Je n'ai pas de revenus là-bas. Voilà, tout ce que je gagne, c'est ici à Bruxelles. Et c'est mon salaire à la commission. Pendant plusieurs années, j'ai reçu la déclaration fiscale et je devais déclarer que je n'avais rien à déclarer. Il y avait un code spécifique qu'il faut marquer. Il faut bien chercher dans le petit manuel avec des instructions pour savoir quel type de code alphanumérique correspond à notre situation. Et je le marquais, je l'envoyais dans l'enveloppe spécifique. Voilà. Et maintenant, mon contrat à la commission finit dans un mois, puisque j'étais temporaire et contractuel. Et donc, je me demande, puisque le chômage européen que je vais toucher, il n'est pas taxable en Belgique,
est-ce que je vais continuer à recevoir de telles déclarations à remplir, sachant qu'en 2016, depuis 2016, ils ne m'envoient plus rien. Je les ai contactés, c'est très difficile de les contacter via email. Ils ont dit « Ah non, pas de souci, il ne faut rien déclarer, puisqu'on sait que vous êtes à la commission, et tant que vous êtes là, nous on le sait, il n'y a plus rien à déclarer. » Donc, et donc, il y a encore des collègues qui continuent à recevoir, d'autres qui ne le reçoivent pas. Il n'y a pas de règles précises. Et donc, je ne sais pas si maintenant, je vais encore devoir l'année prochaine, puisque je ne suis plus à la commission, remplir une telle déclaration. C'est parce que l'administration fiscale n'appréhende pas toujours bien vos situations, parce qu'elle a probablement considéré que vous étiez résident belge pour vous envoyer des déclarations tous les ans. Et en fait, vous auriez dû lui écrire dès le départ en lui disant je ne suis pas résident belge et lui joindre l'attestation article 13. Et c'est ce que j'ai fait en complément du code que j'ai rempli. Je mettais cette attestation. Mais en logique, vous n'auriez même plus dû rentrer cette déclaration fiscale. Mais vous avez eu raison de le faire, au moins comme ça. Oui, tout à fait. Vous avez eu raison de le faire. Mais il y a d'autres fonctionnaires européens qui sont résidents belges et eux qui ne recevaient jamais de déclaration fiscale, effectivement. Et donc, alors, il faut contacter le service pour leur dire merci de nous envoyer une déclaration fiscale parce qu'on a des choses à déclarer, notamment des comptes à l'étranger. Et que si on ne le fait pas, il y a des amendes administratives. Donc, voilà, mais c'est vrai que la situation des fonctionnaires européens est assez mal appréhendée par l'administration fiscale et ça ne l'intéresse pas beaucoup dans la mesure où de toute façon vos revenus ne sont pas taxables en Belgique, quoi. Donc il part du principe que vous ne les intéressez pas. Et puis il y a une autre chose, c'est que maintenant que je pars au chômage, je savais qu'à un moment donné, ça allait peut-être arriver et donc j'ai complètement lâché la carte d'identité spéciale qui ne sert à absolument à rien. Juste à la poste pour retirer un colis éventuellement. Donc j'ai pris une carte de résident étranger belge type E, qui est valable 5 ans, parce que je ne voulais pas que, par exemple, en même temps que mon contrat expire, il y a ma résidence liée à mon contrat qui expire et que je dois rendre ma carte spéciale. Donc du coup, je peux toucher le chômage et faire la preuve d'une résidence permanente en Belgique en tant qu'étranger pour pouvoir rester en Belgique et toucher le chômage de la Commission européenne ici. Mais je ne sais pas si le fait que je ne suis plus à la Commission et que je n'ai plus de carte spéciale, juste une carte de résident, je tombe dans le panier résident belge, fiscal belge, ou je reste quelque part résident fiscal étranger. À partir du moment où vous n'êtes plus résident, vous ne travaillez plus pour l'Union européenne, vous n'avez plus le bénéfice du protocole et donc vous n'avez plus le bénéfice de l'exception de résidence et donc vous êtes résident belge si vous restez en Belgique. Oui, bonjour. Donc, je suis non-résident belge. J'ai un appartement et j'ai un emplacement de parking avec cet appartement. Je voudrais louer cet emplacement de parking et je voudrais savoir si je dois déclarer les revenus que je vais toucher pour cet emplacement. Et c'est un emplacement qui est inclus avec l'appartement ? Donc le parking, c'est un bien immeuble, hein, comme un appartement, donc c'est le même régime. Et donc, si vous le louez à une personne physique qui l'affecte à son habitation privée, vous avez uniquement cette taxation sur base du revenu cadastral. Donc, vous devrez mentionner... Vous êtes résident belge, vous m'avez dit ? Non résident. Donc, soit vous avez un revenu imposable qui est supérieur à 2 500 € et vous devrez le mentionner, soit vous avez un revenu imposable qui est inférieur à 2 500 € et alors il ne doit pas être déclaré. Oui, de revenu imposable. Hein, donc, c'est le revenu cadastral indexé multiplié par 40%. Une petite question, ça ne marche pas, je crois. C'est sur la détermination du revenu immobilier à l'étranger. Pour un résident en Belgique, vous avez dit, bon, c'est un peu compliqué parce que ça risque d'être les loyers perçus. Si le bien n'est pas loué, il faut demander à une agence. L'Italie prévoit un revenu cadastral. Est-ce qu'il est possible d'utiliser ce revenu cadastral comme on fait pour les Belges ou pas? C'est ce que je conseille. Tout à fait. On prend donc
La dernière question, les deux dernières questions, et après quoi c'est fini. C'est vous, madame? Rien n'échappe au fisc français. Là, par rapport au compte étranger, la Belgique est occupée à faire des contrôles systématiques. Et donc, en fait, ils croisent les banques de données entre les informations qu'ils reçoivent de l'étranger en application des règles sur les échanges automatiques et les déclarations qui sont faites. Et toutes les personnes qui sont identifiées comme ayant eu ou ayant un compte à l'étranger par les informations reçues de l'étranger et qui n'indiquent pas ce compte dans leur déclaration fiscale font l'objet d'un contrôle fiscal. Avec quelle suite justement, alors là, Généralement, les suites sont... Alors c'est assez récent, hein. On voit arriver ce genre de dossier depuis 2-3 mois et on n'a pas encore de suite concrète. Mais les suites, ce sera la taxation des revenus non déclarés, s'il y en a sur les comptes. Et souvent, il y a des petits revenus communs, même si c'est quelques euros d'intérêt. Et alors, potentiellement, une amende, oui. D'accord, très bien, merci. Donc il y a une nette évolution en matière de... Tout à fait. Dernière. Merci. Donc, pardon. J'ai la résidence fiscale. Je suis fonctionnaire, j'ai la résidence fiscale en Belgique. Je suis portugais et je suis fonctionnaire, j'ai la résidence fiscale en Belgique. Je suis marié, mon épouse elle est portugaise, elle est fonctionnaire à la résidence fiscale au Portugal. On a des comptes bancaires en Belgique ensemble, l'appartement ensemble, au Portugal la même chose. Jusqu'aujourd'hui, j'ai essayé de savoir qu'est-ce que je dois faire et en réalité, je ne sais pas. Parce que personne peut, je ne sais pas. Personne peut... Pour vous, c'est très simple, vous devez tout déclarer. Donc vous devez déclarer, sauf votre rémunération de fonctionnaire européen, mais vous devez déclarer vos comptes à l'étranger, vous devez déclarer vos immeubles à l'étranger, enfin les revenus de vos immeubles à l'étranger. Pour vous être résident belge, donc vous avez une obligation déclarative complète. Dans ce cas-là, la même chose au Portugal, suivant les impôts. Et au Portugal, probablement que votre épouse a le même type d'obligation, oui, tout à fait. C'est-à-dire la résidence fiscale au Portugal. Oui. Mais donc vous faites chacun votre déclaration de votre côté, et vous, en Belgique, vous devez tout déclarer. Je pense, c'est... Non, désolé, en plus, comme Maître Gossio vous l'a dit, il n'est pas en pleine forme aujourd'hui, donc on lui fait grâce d'une permanence prolongée ici. Merci beaucoup à tout le monde et n'oubliez pas de noter votre adresse, on vous espère toute la communication. Merci à vous. Merci Michael. Merci.